chaîne de la diaspora congolaise. Et qui supporte la monnaie, stabilise la monnaie. Le cuivre, nous avons 90 millions de tonnes dans les sous-sols. Je ne suis pas technicien, je suis un pauvre politicien, donc j'ai des grandeurs approximatives. Et ça, c'est des chiffres plus ou moins qui viennent des experts. Mais nous produisons par année 1 million de tonnes. C'est déjà une performance parce qu'on vient, quand nous on est arrivé au pouvoir en 2007, les pays produisaient 100 tonnes. Plutôt 100 000 tonnes. 99 000 tonnes pour être plus précis. Aujourd'hui, on est à 1 million. C'est faible par rapport au potentiel, mais aussi par rapport à ce que pouvait être un objectif, par exemple, passer à 2 millions. Avec toutes les contraintes qu'il y a et que j'espère dont nous parlerons, j'espère. Donc, nous ne produisons que 1 million au lieu de 2 millions de tonnes parce que la capacité installée est capable de nous générer. Les usines actuelles peuvent doubler la production, prise globalement. Mais il y a un problème d'électricité, des routes, etc. Quelle autre opportunité? On s'est arrêté là? Bien, on s'est arrêté là. On n'a pas parlé du diamant, de l'or, mais surtout le diamant, c'est plus ou moins un épuisement. Voilà l'opportunité, les opportunités en termes du potentiel minier. Voilà aussi les réalités qui représentent aussi bien des opportunités que des contraintes et qui deviennent des contraintes par rapport à notre ambition de nous projeter dans l'avenir. Alors, quelles sont les faiblesses? Nous avons donné ce qui représente notre économie en termes d'opportunités à travers l'état des lieux, aussi bien l'économie que les secteurs des ressources naturelles. Maintenant, quels sont nos défis? Il faut revenir au premier défi. Le premier défi, c'est le chômage. Parce que quand nous disons, vous les jeunes, quand vous voulez qu'on discute des perspectives d'avenir de l'économie, mais l'économie n'a pas de sens s'il n'y a pas de gens qui travaillent. Quel est l'état actuel du chômage? Et quelles sont les perspectives de création d'emplois à travers l'expansion de l'économie elle-même? Ça, c'est un sujet qui vous intéresse. Sachez que c'est vrai que le gouvernement m'attend. Attendez, quel est le chiffre? Donnez les chiffres. Voilà, nous étions... l'élément que vous devez retenir aujourd'hui quand vous dites création des emplois, diminution des chômages, c'est la manière dont le chômage peut augmenter et aussi la manière dont on peut prétendre le diminuer. Le chômage augmente de deux manières. Soit ceux qui travaillaient perdent l'emploi, ce qui est le cas en période de récession. Une partie de ceux qui travaillaient ont perdu les emplois, principalement dans le secteur minier. Deuxièmement, ceux qui viennent sur le marché dans la tranche d'âge de la population active, c'est-à-dire un jeune qui passe de 13, 14 à 15 ans, parce qu'à 15 ans, on est déjà dans la population active. Population active ne signifie pas la population des gens qui travaillent. C'est la population des gens qui, en principe, sont à l'âge de travailler, qui sont aptes à travailler, qu'ils aient étudié ou non. Quand tu as déjà 15 ans, tu te prépares à être responsable. Ce sont là les statistiques plus ou moins de la communauté internationale. Donc, à partir de 15 ans, il y a plus ou moins 1,5 million de jeunes chaque année qui arrivent sur le marché de l'emploi. En plus de ceux qui arrivent 1,5 million, donc sur plus ou moins 10 ans, c'est 15 millions. Sur ces 15 millions, il faut ajouter ceux qui, dans l'entretemps, dans les 10 ans, auront perdu les emplois. Ils viennent augmenter le nombre de chômeurs. Donc, si nous prenons ceux qui perdent des emplois, qui deviennent des chômeurs, mais qui ne peuvent être chômeurs que s'ils cherchent l'emploi, 1 an, 2 ans. Parce qu'ils ne cherchent plus l'emploi, il n'est plus chômeur. Il devient un sous-emploi. Donc c'est un chômage à longue durée. Il sort, il devient un impuissant social, c'est-à-dire il est dans la catégorie soit des vieillards, parce que les vieillards ne sont pas portés à chercher l'emploi, soit dans la catégorie des enfants. Et il se trouve malheureusement, et donc on ne peut plus les considérer comme chômeurs. Il devient exclu de la catégorie des chômeurs, en plus de ceux qui viennent. Or, sur le marché de l'emploi arrive plus ou moins 1 500 000 emplois. Nous, le gouvernement, on ne crée presque plus d'emplois. Au contraire, l'économie telle que nous la gérons détruise les emplois. Alors, s'il y a 500 000 chômeurs qui naissent de la crise actuelle, auxquels il faut ajouter ceux qui viennent
de la jeunesse qui entre dans la population active. Donc on a 2 millions de chômeurs et ça augmente comme ça chaque année. Donc chez nous, il y a quelques créations d'emplois, mais quand vous faites la somme algébrique entre les emplois qui sont créés et les emplois qui se détruisent, mais aussi les emplois, les besoins d'emploi qui viennent de la population active, les chômages augmentent chaque année. Alors quel est l'horizon? L'horizon pour moi, c'est que le chômage va augmenter. Quels que soient les niveaux. Et parce qu'à mon époque, je n'ai pas diminué le chômage alors que les cours boursiers, les cours de matières premières étaient en hausse. J'ai créé 1 500 000 emplois en 15 ans, lisez la documentation en 5 ans, quand j'ai dit, c'est-à-dire mon gouvernement et celui du patriarche Gizenga, plus ou moins 1 500 000 emplois. Aujourd'hui, on n'en crée plus. Mais je n'ai pas diminué le chômage parce que dans l'entretemps, il arrivait dans la population active d'autres jeunes. Alors, pour réduire le chômage, proprement dit, il faut que le nombre d'emplois que vous créez soit au moins égal au nombre de jeunes qui viennent sur le marché. À ce moment-là, vous inversez la courbe du chômage. C'est ça l'exigence. Voilà la perspective pour ce qui est du chômage. La perspective sur ce qui est pauvreté, avant qu'on en vienne à les infrastructures qu'on a mis en deux. Voilà. Nous avons 45 000 km de routes à construire. C'est-à-dire 45 milliards de dollars à rechercher. Notre budget est de 4 milliards, s'il vous plaît. Ayez ça à l'esprit. Il nous faut plus ou moins toutes choses restant égales par ailleurs 10 ans pour avoir un budget cumulé de 45 milliards, qui est notre défi si nous voulons intégrer le pays géographiquement et rendre fluide l'économie. Voilà les défis. Mais nous pouvons aller par étapes en minimisant, en disant les infrastructures globalement, nous avons besoin de plutôt, non pas de 40 milliards, seulement pour les routes, mais pour les routes, on a besoin d'un peu moins pour les 5 ans à venir. Vous voulez bien me donner les chiffres des coûts des infrastructures comme défi? Voilà. Route nationale, nous pouvons dire en 5 ans, nous construisons 5 km. On a besoin donc de 5 milliards de dollars. Qu'est-ce que je dis? Oui, 5 milliards de dollars. Il faut ajouter là-bas millions. Les rails, 6 820 km sur les deux dorsales. Bon, ça, c'est des choses qu'on pourrait expliquer à d'autres occasions. On a besoin de 3,5 milliards. Les ports en eau profonde des bananes, plus ou moins 500 millions de dollars. La desserte en électricité, 11 millions. C'est plus ou moins pour passer de 2000 MW actuellement à plus ou moins 15 MW, ce qui veut dire plus ou moins 8000 ou 7000 de mégawatts additionnels pour un coût de 11 à 15 milliards de dollars, et c'est les projets Grand Yinga 3. Alors, voilà les défis qui est le nôtre. Alors la question par rapport aux perspectives, est-ce que les mines peuvent nous donner cet argent dans leur configuration actuelle, avec les productions dont nous avons parlé parlé des valeurs ici? Que non, à moyen terme, même à long terme. Potentiel du secteur des ressources naturelles. Allez au point 3, nous voulons voir le troisième défi. En fait, ce sont là les 3 défis essentiels que nous avons retenus. Alors maintenant, nous allons regarder le secteur minier en termes chiffrés, dans quelle proportion il concourt à l'exportation générale du pays, à la croissance, à la contribution au PIB, au budget de l'État et au financement de l'économie. À la structure des exportations, nos exportations se chiffrent autour de 10 milliards de dollars. Nos exportations se chiffrent autour de 10 milliards de dollars chaque année. Je répète que le PIB dans son ensemble est de plus ou moins 40 milliards de dollars. Les exportations, c'est 10 milliards de dollars. Sur les 10 milliards de dollars, les secteurs miniers ou des ressources naturelles, c'est-à-dire le cuivre, le cobalt, les diamants, l'or, mais aussi les hydrocarbures, concourent pour 97%. Je donne l'ordre de grandeur. Si nous sommes dans une pédagogie, de sorte que les secteurs industriels, les secteurs agricoles, l'agriculture, c'est plus ou moins 1,9%, à côté des 97% qui viennent
au titre d'exportation. Ça signifie concrètement, nous n'exportons rien en agriculture. L'industrie, même chose, un peu moins d'ailleurs que le secteur agricole. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'industrie. Ou nous en avons une, mais qui n'est pas compétitive et qui n'est pas capable de vendre ailleurs. Quelle est la conséquence de cette structure d'exportation? C'est que, en fait, notre pays dépend du secteur minier. De sorte que le secteur minier, s'il va en récession du fait de la baisse des cours des matières premières sur les marchés internationaux, nous n'avons plus de devises. C'est ce qui se passe, qui s'est passé. Et ce qui est grave aussi, c'est que nous, sur cette portion de contribution du secteur minier, il y a plus ou moins la mono-exportation. C'est le cuivre. Ailleurs, vous avez un large échantillon des produits du secteur minier ou des ressources naturelles large. Si un des produits venait à baisser du fait de la baisse des cours, on peut survivre avec certains. C'est ce qui fait que si nous avions une matrice interindustrielle, en dehors de ce que nous recevons comme ressources du fait de l'exportation du seul secteur minier, nous aurions pu avoir des ressources du secteur industriel. Vous avez vu que presque il n'y a rien là-bas. Quels sont les chiffres? Là, on a fait la subdivision pour dire en pourcentage, c'est presque pas visible, c'est zéro. Même chose pour l'agriculture. Pas grand-chose. Et donc, voilà un peu les secteurs miniers. C'est que les secteurs miniers comme un apport. Mais attention, il y a une illusion. Comme nous voyons que les secteurs miniers apportent et des hydrocarbures apportent 97, 96 ou 94%, nous pensons et nous disons de ces secteurs qu'il est le poumon ou le moteur de l'économie. C'est un faux moteur. Si nous avions par hypothèse un PIB de 100 milliards de dollars, avec 10 milliards, nous serions à 10% de contribution. Mais ça signifie à contrario que les autres secteurs seraient là pour contribuer. De sorte que la part relativement grande du secteur des ressources naturelles n'est que la contrepartie du déficit d'autres secteurs. Je vous ai dit ici que les recettes d'exportation, recettes essentiellement pétrolières, pour l'Angola, c'est 45 milliards. Nous, on dit de nous, et on a raison de le dire, que nous sommes une économie domaniale, mais d'un domaine pauvrement exploité. Alors, maintenant, quelle perspective, je voudrais rappeler ici en disant que les années antérieures, depuis 60 d'ailleurs, nous sommes toujours dans l'exploitation des ressources naturelles. Les différents plans ont échoué du fait qu'ils étaient tributaires de ces seuls secteurs miniers, mais prioritairement, quand on dit minier, ça peut vous distraire. Minier, hydrocarbures, non, c'est qu'un seul produit ou deux, c'est le cuivre. Donc la dangerosité ici, c'est de dépendre du seul secteur minier ou hydrocarbures. L'industrie n'exporte pas, l'agriculture n'exporte pas, et même dans le secteur minier, c'est un seul produit, c'est la mono-exportation. Alors nous avons 60 ans d'exportation, plutôt d'exploitation des ressources minières. Ici, c'est par l'absurde pour dire que le secteur minier est un moteur ou pas. Et s'il est moteur, c'est un mauvais moteur. Mais s'il est mauvais, la question est de savoir est-ce que ce sont ceux qui l'animent, qui l'utilisent, qui sont mauvais, ou parce que ceux qui l'utilisent ne comprennent pas la nature de ces moteurs. Mais la situation est celle-là que nous avons 60 ans d'exploitation, bientôt 60 ans d'exploitation minière, mais il n'y a rien sur le terrain. Donc, au-delà de la petitesse du niveau de mise en valeur du secteur minier, il y a les caractères volatiles des prix qui font que, en 1958, les Belges ont échoué leur plan à cause de la crise des matières premières, principalement le cuivre et le cobalt. Les anciens, certains d'entre vous ne le savent pas, vers les années 70, il y a eu ce qu'on appelait plan objectif 80. C'était un échec parce qu'il y a eu crise vers les années 74. 80-85, il y a eu ce qu'on a appelé plan Mobutu, qui a échoué parce que, en cette période-là aussi, les matières premières ont connu une baisse brutale.
il y a eu ce qu'on appelait plan quinquennal qui a aussi échoué. Le 6e plan, c'est vers les années 90, ce qu'on appelait le 5 chantiers. C'est une demi-réussite, on pourra en parler dans le débat. Et il y a enfin la révolution de la modernité, nous en savons tous quelque chose. Voilà que donc les ressources minières, comme moteur de l'économie, j'ai dit non. Non, mon nom n'est pas absolu. Mon nom suppose qu'il faut reconfigurer, retrouver un nouvel ordre de priorités sur la base d'un modèle économique intégré. Pour dire, nous n'avons pas besoin de commencer par les cuivres, héritage conceptuel des colonial ou néocolonial, nous n'avons pas besoin de commencer par le cuivre, on doit commencer par les fers, parce qu'on construit le pays avec du fer. Il faut traiter les fers pour avoir de l'acier. Il faut exploiter notre bois. Vous voyez là que nous n'exploitons pas le bois. Et comment nous construirons nos villes? Comment nous construirons nos bateaux? Comment nous construirons nos chemins de fer, etc. Il faut investir dans l'électricité. Il faut faire des routes. Donc c'est ces programmes d'ensemble qui va nous dicter la configuration de l'exploitation du secteur minier. Mais il faut continuer à exploiter, y compris dans les activités connexes qui favorisent le développement des secteurs, dont les secteurs miniers. C'est le cas aujourd'hui, notre pays peut produire des millions des tonnes de cuivre, mais il produit qu'un million. Donc c'est déjà plus ou moins la moitié de ce qu'on devait attendre de ces secteurs-là, qu'on ne peut pas parce que, comme économie intégrée, nous n'avons pas les routes, nous n'avons pas l'électricité. Les grandes unités aujourd'hui installées au Katanga ont un potentiel d'installation ou d'usine qui peut permettre qu'on double, mais on ne peut pas doubler parce qu'elles ne peuvent pas faire tourner ces grandes unités. Les grands industriels ne peuvent pas tourner leurs usines à 100% parce qu'il n'y a pas d'électricité. Voilà plus ou moins, je veux m'arrêter là. Perspective d'avenir de l'économie congolaise sur la base du cuivre en relevant le fait qu'il faut partir d'un état des lieux. Notre situation est difficile. Si nous étions... il est difficile parce que nous avons connu beaucoup de retards. Alors pour nous projeter d'avenir, il faut partir de l'état des lieux. Quel est notre PIB aujourd'hui? Quel est l'horizon qu'on se dessine en termes de défis? Quelles sont les contraintes qu'il faut lever en termes de routes et d'autres infrastructures pour qu'on puisse améliorer notre PIB? Mais aussi, il faut investir dans les secteurs des ressources naturelles à un niveau tel que nous puissions atteindre tant soit peu nos ambitions qui aujourd'hui apparaissent très élevées parce que partir de 1 milliard, plutôt de 40 milliards à 144 milliards, ça paraît comme une chimère par rapport aux autres pays qui pourtant ont des PIB inférieurs mais n'ont pas une population telle que la répartition soit inférieure et qui soit en dessous du seuil de pauvreté. Je vous remercie. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.